Salut les Wooler Pro. Alors, vous commencez à être habitué, à chaque fois qu'il y a une review d'une Bégodet, il y a une seconde vidéo, le modèle de la roue, les améliorations. La Monster Pro n'échappe pas à la règle. Donc on va voir ensemble pour améliorer l'étanchéité. On va voir pour remplacer les roulements à billes. Alors ceux d'origine n'ont pas de souci, mais c'est surtout en préventif. Et spoiler alert, on va remplacer le pneu. Donc là, il y a déjà le pneu cross. Pour améliorer l'étanchéité, j'ai tout d'abord travaillé au niveau de l'emplacement des haut-parleurs. Alors, le bloc haut-parleur, c'est ça. Donc vous avez un petit boîtier avec deux haut-parleurs de chaque côté et qui vient s'insérer dans le trou ici. Alors, ce trou, à l'origine, vous avez trois fentes assez larges qui permettent de clipser. Hop, voilà, c'est pas tombé loin. Qui permettent de clipser les grilles de haut-parleurs. Vous avez trois crochets qui viennent se clipser et ça les retient. Mais du coup, ça laisse trois grands jours qui permet à la poussière, à l'eau éventuellement de passer très aisément. Donc pour étanchéiser ça, j'ai utilisé du plastique transparent, donc une feuille de plastique transparente qui est en 0,5 mm d'épaisseur. Alors je vous avouerai, je ne sais plus où je me la suis procuré. Donc j'ai découpé des bandes de 2 cm de large, de différentes longueurs. Donc il y a une première qui fait 15,7 cm, qui correspond à la circonférence du diamètre intérieur et qui est de 5 cm. Le petit morceau que j'ai collé, donc c'est collé à la cyanolite à cet emplacement. Donc c'est vraiment pour boucher la base de la fente. Le deuxième morceau intermédiaire est collé ici pour boucher la base des deux autres fentes. Et le morceau de 15,7 cm, il est collé au silicone, mais à l'intérieur. Comme ça me permet de pouvoir boucher au silicone l'espace entre les deux bouts de plastique. Et après, il ne reste plus qu'à insérer le bloc haut-parleur. Et par la suite, une fois monté, j'aurais plus qu'à le coller au silicone comme c'était fait auparavant. J'ai amélioré aussi l'étanchéité au niveau de cette partie-là. Alors, il y a, à première vue, c'est une partie qui est amovible. Je ne sais pas pourquoi. Je vois pas de raison. Parce que de ce côté-ci, c'est même pas une question de moulage, a priori, parce que de ce côté-ci, c'est déjà prévu au niveau du moulage. Et donc, il y a du silicone, mais dans le passage de roue. Donc, j'en ai rajouté à l'intérieur de la coque. Et pour continuer dans le silicone, j'en ai profité pour en mettre au niveau de la seconde prise du port de charge pour l'isoler électriquement. Donc, ce que je vais faire en caméra off, c'est faire le remontage des coques, des demi-coques. Donc pour cela, je vais mettre du silicone ici à la jonction des demi-coques dans le passage de roue, afin d'améliorer l'étanchéité. Remonter l'autre demi-coque, et puis comme ça, je vais pouvoir monter aussi le moteur qui est en attente. Donc ça y est, j'ai remonté les coques ensemble. Alors j'ai pas encore installé le moteur. Alors un avantage que les feux et phares se clipsent, c'est que vous avez largement la place pour passer les câbles après avoir monté les coques. Sur les anciennes générations, les feux étaient vraiment coincés dans les demi-coques. Donc il fallait les mettre en place et remettre les demi-coques en faisant bien attention qu'ils soient bien mis et passer les câbles en avance. Donc là, l'avantage, c'est que je peux passer les câbles par la suite. J'ai de la place ici, j'ai de la place à l'avant, pas de souci. Au niveau de l'étanchéité, j'ai mis un bouchon avec de la mousse prédécoupée. Donc juste aux dimensions du trou et puis du passage de câble qui de ce côté-ci ne sert à rien. L'emplacement initial des haut-parleurs, il était bouché par un bloc de mousse comme celle qui sert à maintenir les blocs batterie, donc un peu plus épaisse, donc qui était ici et siliconé. Donc j'ai préféré l'enlever et je vous mets des photos. Découper une plaque en plastique plus rigide
aux dimensions de cet ovale que j'ai collé à la colle cyanolite. Ensuite, de l'autre côté, j'ai rempli la cavité avec du silicone. Et par-dessus, j'ai collé toujours la cyanolite, une autre plaque dans le passage de roue. Comme ça fait vraiment un sandwich. Et c'est plus rigide que cette mousse. Ensuite, il me restera à étanchéiser le trolley. Alors, attention. Alors, malheureusement, là, j'ai déjà une bille. La bille est déjà sautée. Quand vous l'enlevez, donc il s'enlève de... Et zut. Je voulais vous prévenir, mais j'ai pas eu le temps. Donc, ce que vous avez peut-être vu, ou du moins entendu, vous avez un ressort avec une bille. Et je l'ai sorti, malheureusement, et poup. Remise en place du trolley. Alors, j'ai retrouvé la bille et le ressort qui avait sauté tout à l'heure. Donc, je vais le remettre avant d'oublier. Alors, c'est ce qui donne une espèce de résistance quand vous sortez le trolley. Il n'y a pas de cran, malheureusement. Donc, quand vous appuyez dessus, il se rabaisse aussitôt, mais il y a une petite force quand même. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre du silicone ici et ici pour étancher que la partie basse soit bien étanchéisée. Donc, que je fasse gaffe au sens. Ouais, c'est bon. Et je vais en mettre, mais sur le trolley, comme ça, j'ai pas besoin de déterminer sur la coque là où il faut que j'en mette. Bon, ici dans le bas, je pense que c'est plus pour précaution. Je pense pas que ce soit très nécessaire. Hop. C'est bon, donc j'en mettrai un petit peu de silicone ici sur le bord et on va faire le tour. Donc attention, il y a un sens, donc la partie ici plus étroite vient coincer sur le second élément du trolley. Donc allez, c'est parti, le silicone. Je le répartis. Et voilà, le trolley est remonté. Donc j'ai plus qu'à mettre du silicone ici sur le bord entre la coque et la bride. Il y a un jour ici sur le côté, donc je vais remplir de silicone aussi et en mettre un petit peu ici, juste histoire de. Et j'ai plus qu'à remonter la poignée. Voilà, tout simplement. Donc pour finir l'étanchéité de haut-parleur, il ne reste plus qu'à mettre du silicone sur le pourtour du haut-parleur ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre remettre la grille des haut-parleurs. Et ce sera bon. En utilisation, j'ai vite constaté que la Monster Pro chauffe pas mal. Sur mon parcours habituel pour aller au boulot, la température était aux alentours de 45-46 degrés pour une température extérieure entre 2 et 10 degrés. Pour comparaison, avec ma MSX 84 volts, je suis entre 35-36 et avec la RS 100 volts, 39-40. Alors je sais bien que les 100 volts et l'augmentation de la puissance moteur ne vont pas faire baisser la température,
Mais sur cette Monster Pro, il y a aussi plus de MOSFET pour la commande moteur, 18 au total contre 12 pour les autres cartes mères, et le refroidisseur qui est plus en longueur. La répartition de la chaleur doit influencer sur l'efficacité du refroidissement. Pour tenter d'améliorer le refroidissement, je vais tester le remplacement des pads thermiques. Donc, le pad thermique, c'est cette feuille grise intercalée entre les semelles des MOSFET et le refroidisseur. Il a deux rôles. Améliorer le transfert de la chaleur. Donc, les surfaces en contact entre les MOSFET et le refroidisseur ne sont pas super planes à l'échelle microscopique. Donc, les contacts directs sont limités et l'air pour les autres endroits fait isolant thermique. Le pad thermique va combler ces espaces et améliorer le transfert de chaleur, la résistance thermique étant plus faible que celle de l'air. Second rôle, isolant électrique. Donc, les semelles métalliques des MOSFET ne sont pas isolées électriquement. Elles sont reliées à l'entrée ou à la sortie du MOSFET, la source ou le drain. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement le problème. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas détailler le fonctionnement au complet. Donc, voici en version simplifiée le pilotage d'un moteur à courant brushless par 3 ponts en H. Donc, les MOSFET sont représentés par les interrupteurs Q. Donc, vous avez 2 interrupteurs, donc 2 MOSFET par phase moteur, et il y a 3 phases au total, ce qui donne 6 MOSFET. Pourtant, j'ai indiqué que les cartes mères ont 12 MOSFET et même 18 pour celle de la Monster Pro. C'est tout simplement que des MOSFET sont mis en parallèle pour pouvoir gérer un courant plus important sans griller. 2 MOSFET en parallèle pour les versions 12 et 3 en parallèle pour la Monster Pro. Le microcontrôleur pilote les commandes des interrupteurs, donc les MOSFET, et les capteurs à effet Hall donnent la position angulaire, la vitesse et le sens de rotation du moteur pour que le microcontrôleur synchronise les commandes. Mais revenons au schéma simplifié. On se focalise sur une étape de l'enchaînement des commutations des MOSFET. Donc Q1H et Q2L sont fermés et laissent passer le courant pour alimenter la phase 1 et la phase 2 du moteur. Le courant va de V moteur Q1H, phase 1, phase 2, Q2L et le moins. Si les points verts correspondent à la semelle métallique des MOSFET, et si les MOSFET sont installés sur le refroidisseur en aluminium, donc conducteur d'électricité sans isolation électrique, vous obtenez un court-circuit entre Q1H et Q2L et boum. Donc c'est pourquoi les pads thermiques sont utilisés et pas une graisse thermique qui n'empêche pas un contact électrique. Il faut aussi faire attention à l'isolation de la vis qui vient plaquer les MOSFET sur le refroidisseur. Donc ici, le dessus des boîtiers est en plastique, donc c'est pas de souci, il est isolé électriquement. Après ces explications qui j'espère ont été claires, passons à la partie comment améliorer le refroidissement. Donc je vais remplacer le pad thermique d'origine par des pads de la marque Thermalright, les Extreme Odyssey, en 0,5 mm d'épaisseur. Ce type de pad est utilisé pour les cartes mères d'ordinateur et cartes graphiques par exemple. Ils existent en plusieurs épaisseurs de 0,5 à 3 mm pour s'adapter à la hauteur des composants. L'avantage de ces pads est leur meilleure conductivité thermique de 12,8 watts par mètre degré Kelvin contre 2 à 3 pour des pads thermiques de base. Donc plus la valeur est élevée, mieux la chaleur est transmise. Pour comparaison, l'air est à 0,025, l'aluminium 220, le cuivre 368 et le diamant 2000. En passant, on n'utilise pas trop le diamant comme pad thermique, car outre le prix, c'est une matière très dure, donc pas du tout adaptée pour combler les interstices. Alors, je n'ai pas d'informations sur la conductivité thermique des pads utilisés dans les cartes mères des bigodets, mais je pense qu'on peut estimer qu'elle doit être aussi de l'ordre des 2 à 3 watts par mètre degré Kelvin. Donc les pads Thermalright existent en 2 dimensions, 85 par 45 et 120 par 120. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver la version 120 par 120. J'ai donc acheté 2 pads de 85 par 45 en 0,5 mm d'épaisseur. Alors c'est assez cher vu les quantités, 11 € le pad. Je vous mets un lien en description. J'ai découpé des bandes de 2 cm de large et 8 et 6,5 de long pour couvrir la surface des MOSFET. Et pour la surface entre les MOSFET, j'ai collé une feuille de plastique transparente, comme les nouveaux pads ne couvrent pas cette partie-là. Ça me fera
une isolation électrique supplémentaire. Donc je n'ai plus qu'à poser les pads, percer les passages des vis avec un fourreil, donc ça se fait à la main, et remonter la carte mère. Et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour le résultat. Autre chose qui était prévu de remplacer sur cette Monster Pro, ce sont les roulements à billes. Donc là, on s'est procuré des roulements à billes de la marque FAG. Il n'y avait pas de SKF de disponible. Donc du 61-824 2 RS. Donc les mêmes types de roulements qu'il y a sur cette Monster et ou sur la RS, ce sont les mêmes. Donc 120 mm de diamètre intérieur, 150 en diamètre extérieur. Et le 2 RS, c'est pour les protections, pour l'étanchéité, mais des deux côtés. Alors, vous avez peut-être vu sur YouTube des vidéos sur le remplacement de roulements à billes sur bigodet. Donc, ils enlèvent les vis qui tiennent les flasques, et hop, ils enlèvent la flasque comme pour rire. Moi, ça a été un peu plus compliqué parce que la flasque est collée. Donc, j'ai dû chauffer cette flasque pour essayer d'harmonier un peu la colle et pouvoir l'enlever. Une fois que c'est décollé, ça s'enlève assez facilement. Et seconde étape, pour enlever le roulement à billes de la flasque. Alors vous, pareil, il y a une vidéo qui tourne où l'utilisateur s'accroche au roulement à billes, enfin suspend l'ensemble au roulement à billes, donc sans tenir la flasque en elle-même. Il chauffe pour dilater la flasque et avec la gravité, paf, la flasque tombe toute seule. Donc moi j'ai tenté le coup, hein, j'ai suspendu, j'ai chauffé au décapeur thermique électrique, pas réussi. J'ai tenté avec la lampe à souder à gaz, pas mieux. Donc j'ai tenté une autre approche. Donc je me suis fait en bois un petit support qui vient juste s'encastrer dans le trou de la flasque, qui vient s'appuyer sur le rebord du roulement à billes. Et comme ça me permettait, en chauffant, une fois que c'était chaud, de pouvoir appuyer physiquement sur la flasque pour essayer de dégager le roulement à billes. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Alors ici, je ne sais pas si avec le reflet, c'était pas forcément évident, on voit des dégoulinures d'un produit. Et ça colle un peu. Donc j'ai l'impression qu'ils ont dû en mettre entre la flasque et le roulement à billes, ce qui fait que le roulement est collé à la flasque, ce qui rend difficile son extraction. Donc, comme il n'y a pas de problème avec le roulement à billes, là actuellement elle a 350 km, ils font pas de bruit, ils tournent bien, je vais arrêter là les tentatives pour les enlever avant de faire des dégâts sur l'ensemble. Donc je vais remonter cette flasque. Je vous fais voir quand même l'intérieur du moteur. Alors, 17 kg hein, l'ensemble moteur avec le pneu. Voilà, à peu près centré. Voilà. Donc voici l'intérieur d'un moteur de Monster Pro. Donc il va falloir que je nettoie les résidus de colle avant de remonter la flasque et en mettant du silicone pour améliorer ça. Donc vous avez les 3 phases ici et les capteurs FEOL, malheureusement, ils sont de l'autre côté. Dans la série, je galère pour monter un pneu, j'en suis à la 4e tentative. 3 chambres à air, toutes pincées au montage du pneu. Donc je vais faire ma 4e tentative, là, avec une chambre à air toute neuve. Mais cette fois-ci, en m'étant renseigné un petit peu, je vais utiliser la technique du liquide vaisselle pour lubrifier la chambre à air, la pneu et la jante pour faciliter la mise en place du pneu. Et je vais aussi utiliser, j'ai prévu d'utiliser aussi ces pinces pour, n'ayant que 2 mains, pour pincer le pneu à l'opposé de l'endroit où je finirai la mise en place du pneu, pour pincer ce pneu pour que le bord du pneu aille bien dans le fond de la gorge de la jante, pour avoir un peu plus de latitude et pouvoir finaliser le montage de ce pneu. Donc je croise les doigts, j'espère que je vais y arriver. Allez, c'est parti. Donc
J'ai préparé un petit peu de liquide vaisselle dans un récipient et un pinceau pour pouvoir en mettre régulièrement sans en mettre des tonnes. Et j'aurais peut-être dû mettre la chambre à air en premier, ce que je vais faire. Ce sera un peu plus logique. Alors, la chambre à air, il y a 2 écrous de livret avec, et vous avez aussi une rondelle qui vient s'intercaler à la base de la valve afin de la protéger du bord du trou dans la jante. Alors, le trou, il est ici. Alors, j'utilise pas bon, le pneu est mis. L'instant de vérité, ça va être le gonflage. Donc je mets ma rallonge coudée pour pouvoir accéder à la valve malgré les rayons de la jante. Bon. Je vérifie que les flancs se sont bien mis sur les bords de la jante. Ça a l'air d'être bon. Je vais essuyer un peu. Là, et on va continuer de gonfler. Alors, la pression maximum de ce pneu est de 2,3 bars. Donc j'ai essayé de mettre un peu plus pour compenser la perte en dévissant la rallonge. Bon, à mon avis, j'ai perdu un peu plus. Mais c'est un peu compliqué vu l'accès. Donc le pneu s'est bien mis en place. Avec la pression de la chambre à air, il s'est bien mis en place. De l'autre côté, ouais, il s'est centré. Bon, bah, résultat des courses, 4 tentatives pour arriver à mettre la chambre à air enfin le pneu et la chambre à air sans crever la chambre à air en la pinçant. Ça demande méthode et de la force. Voilà, une étape de fête, enfin. Et un beau pneu cross pour la Monster Pro. Nous avons vu ensemble quelques améliorations pour l'étanchéité, mais ce n'est pas parfait. Il reste des zones comme le phare, le panneau de contrôle, les boutons de mise sous tension et coupe-moteur, ainsi que la sortie de la ventilation dans le passage de roues, qui sont compliqués à gérer. Alors, en l'état, je déconseille de rouler sous la pluie avec la Monster Pro sans un minimum de précaution. Concernant la sortie de la ventilation, Bégodet a apporté une modification sur les derniers batchs, en prolongeant le tunnel le long des ailettes dans le passage de roues. J'en profite pour faire prendre conscience que les modèles de roues, quelle que soit la marque, évoluent au cours de leur vie. Donc certains défauts que nous pointons du doigt sont corrigés.
Donc prenez le temps d'actualiser vos critères de sélection. Donc, dans cette vidéo, vous avez pu voir l'échec pour le remplacement des roulements à billes de la Monster Pro. Et oui, c'est comme dans la vraie vie, tout n'est pas parfait. Mais abonnez-vous et vous verrez dans une prochaine vidéo le remplacement des roulements à billes sur une ERS. Pour le pneu, j'ai essayé de retranscrire la difficulté pour le monter et d'en faire prendre conscience à ceux voulant se lancer. Et je répète, si vous avez des techniques, partagez-les dans les commentaires. Donc j'ai fait un trajet boulot avec ce pneu gonflé à 2,3 bars, le maximum, sans constater une surconsommation. J'ai même eu une consommation en baisse, mais principalement due aux températures ambiantes plus élevées que lors de mes trajets précédents. Côté comportement, je n'ai pas constaté de différence par rapport au pneu d'origine. Il est clair qu'à 2,3 bars, il est trop gonflé pour un pneu cross. Alors je gonfle toujours au maximum pour les tests de consommation. Donc à 2,3 bars, il rebondit un peu trop, mais c'est comme le pneu d'origine. Donc j'ai baissé la pression à 2 bars environ. C'est un peu mieux côté rebond, mais je pense que la pression peut encore être baissée pour améliorer le confort. Bon, après, je n'ai pas comparé les deux pneus en terrain boueux, où le pneu cross sera certainement plus à l'aise. Côté bruit, il se fait entendre, et le bruit augmente si on baisse la pression. Enfin, pour le remplacement du pad thermique de la carte mère, je n'ai pas constaté de différence flagrante, mais je pense avoir une explication. Les cartes mères Begaudet utilisent un MPU 6050 pour ses accéléromètres et gyroscope 3 axes et qui contient aussi un capteur de température. Donc voici entouré de jaune l'emplacement de ce composant sur une carte mère de RS et Monster Pro. Et en rouge, l'emplacement des MOSFET, les composants qui chauffent le plus. On constate que sur ces deux cartes mères, le MPU 6050 se trouve au-dessus de la rangée du MOSFET du milieu. Donc quasiment à la même proximité par rapport au MOSFET. Alors, comment expliquer l'écart de température? Je suis persuadé que Begaudet a augmenté le seuil de température pour le déclenchement du ventilateur afin qu'il s'arrête plus tôt et fasse du bruit moins longtemps. Pour moi, l'efficacité des nouveaux pads n'est pas à remettre en cause, mais la différence se fera certainement en été, lors de températures ambiantes plus élevées qu'actuellement. L'idéal serait de comparer en été avec une autre Monster Pro non modifiée. Alors n'hésitez pas à poser vos questions ou laisser un commentaire. Donc si cette vidéo vous plaît, lâchez-nous un pouce bleu. À bientôt les Wheelers Pro et roulez prudemment.